Casablanca à Barcelone, de Naples à Alexandrie, quelle est l'actualité du bassin méditerranéen? Bienvenue, c'est le journal de la Méditerranée. Tout de suite, le sommaire. L'une de nos escales sera la Grèce. Le pays connaît un nouveau gouvernement bien décidé à renégocier le plan d'austérité. La Grèce qui attire moins de vacanciers. Quels sont les impacts de cette crise sur le secteur du tourisme? Élément de réponse dans ce journal. Nous rejoindrons ensuite l'ex-république yougoslave de Macédoine. Plusieurs communautés vivent ici, des communautés qui ont parfois du mal à cohabiter. C'est ce que nous verrons dans cette édition. Enfin, nous partirons au beau milieu du Moyen Atlas. La région Centre a mis en place des partenariats avec la province de Meknès au Maroc pour soutenir des coopératives de femmes. Témoignage dans un instant. Mais avant cela, place tout de suite à l'actualité. La Grèce a enfin son nouveau gouvernement. Alors que les précédentes élections en mai n'avaient pas permis de former une coalition gouvernementale, le scrutin de dimanche dernier a eu plus de succès. Ce gouvernement d'union nationale rassemble 17 ministres autour du premier d'entre eux, Antonis Samaras. Objectif, renégocier le plan d'austérité tout en maintenant le pays dans la zone euro. Récit, Philippe Régiani. Après 2 mois de vide politique, la Grèce compte sortir de l'instabilité et rassurer ses partenaires européens via ce nouveau gouvernement tripartite. Conservateurs, socialistes et gauche modérée y figurent. Sa priorité sera de renégocier les conditions drastiques imposées par le plan d'aide international. Autrement dit, assouplir l'austérité. Moins de rigueur, mais pas moins d'Europe, c'est le mot d'ordre. Dans cette optique, le pays espère obtenir un nouveau délai de 2 ans jusqu'en 2016 pour assainir ses finances, mais aussi une nouvelle aide de 16 à 20 milliards d'euros. Le pays a déjà bénéficié de 2 prêts internationaux et de l'effacement de presque un tiers de sa dette. Alors pour les Européens, il faut désormais des garanties sérieuses. Le nouveau gouvernement promet de poursuivre les réformes structurelles et la réduction du déficit budgétaire. Les créanciers sont attendus à Athènes dans les prochains jours. La Grèce, une destination de choix pour les vacances. Les années précédentes, les îles paradisiaques du pays attiraient bon nombre de touristes, mais voilà, avec la crise, leur pouvoir de séduction semble diminuer. À l'approche des mois de juillet et d'août, les professionnels sont inquiets. Embarquement immédiat en Grèce, c'est un reportage de nos confrères d'Euronews. Le tourisme, la poule aux œufs d'or de la Grèce, touchée par les contre-coups de la crise. C'est surtout les Allemands qui, inquiets pour la tranquillité de leur séjour, boudent cette destination qu'ils avaient été plus de 2 millions à choisir en 2011. Une année particulièrement bonne après 2 saisons mitigées avec 16,5 millions de visiteurs. Mais les visites et les réservations en 2012 sont en baisse et une perte de revenus de 10% à 15% est à prévoir. Le temps presse pour rétablir une bonne image de la Grèce dont dépend le secteur. Le président de l'association des hôteliers grecs, Yannis Retsos, l'explique. C'est un moment très critique pour nous, dit-il. Nous arrivons à juillet et août, qui sont les mois touristiques les plus importants ici. C'est tard, mais à mon avis, on peut rattraper encore les réservations qu'on croyait perdues. Le sésame, c'est le maintien dans l'euro pour Yannis. La Grèce ne doit pas concurrencer les autres destinations en pariant sur une monnaie faible, mais sur la qualité de son offre. Mais la réalité, c'est aussi que derrière ces hôtels de luxe de la capitale, la population souffre, la faim touche de plus en plus d'Athéniens. Du coup, Xenia Papastravu a eu l'idée de les mettre en relation. Les hôtels, dit-elle, c'est très très important pour nous. Le groupement des hôtels d'Athènes et de l'Attique nous distribue 1250 repas par semaine. Ils cuisinent spécialement pour les soupes populaires des quartiers où ils se trouvent. Une solidarité entre l'industrie du tourisme et la population alors que le chômage à Athènes est de plus de 22% et que l'arrivée de touristes de l'Europe de l'Est ou de la Russie ne suffit pas pour compenser la perte des Allemands et des Britanniques. La crise en Europe, voilà le sujet qui était au cœur des débats vendredi à Rome. François Hollande, Angela Merkel, Mariano Rajoy et Mario Monti, les dirigeants des 4 principales économies de la zone euro, se sont retrouvés afin de tenter de trouver un compromis sur les moyens de lutter contre la crise de la zone euro avant le sommet crucial européen des 28 et 29 juin. L'Espagne reste au cœur des préoccupations. La zone euro veut éviter la contagion de la crise qui frappe de plein fouet les banques ibériques, mais l'injection de milliards d'euros dans le secteur financier passe mal, très mal, auprès d'une population à qui l'on demande de se serrer la ceinture.
Les Espagnols à nouveau dans la rue contre les mesures d'austérité. Des manifestations ont eu lieu à Madrid et dans d'autres villes pour refuser de nouveaux sacrifices. C'est pourtant la condition sine qua non pour obtenir l'aide des partenaires de la zone euro. 100 milliards d'euros pourraient ainsi être injectés dans le secteur bancaire. Mais la population ne veut pas payer pour les banques. Le gouvernement se retrouve dans une position délicate, laisser la porte ouverte à l'aide européenne tout en évitant une crispation sociale. Du coup, le mot sauvetage est banni du discours officiel porté par Mariano Rajoy. Nous allons continuer nos réformes, nous allons remplir notre promesse de ne pas dépenser ce que nous n'avons pas. Et nous allons aller vers plus d'Europe pour qu'il y ait une union bancaire et une harmonisation fiscale, car nous croyons que c'est ce qu'il y a de mieux pour les Européens. Reste à savoir jusqu'où la solidarité européenne est prête à aller pour renflouer les banques espagnoles. Autre question, la population est-elle prête à supporter l'arrivée de milliards pour soutenir le secteur financier alors qu'elle-même se sent abandonnée par l'État ? Direction l'Égypte, où la santé d'Hosni Moubarak est sujette à de nombreuses spéculations et informations contradictoires depuis sa chute en février 2011. Son état aurait fortement décliné après son incarcération il y a un peu plus de 2 semaines. Des sources de sécurité parlent de dépression aiguë, de difficultés respiratoires et d'hypertension. De leur côté, les Égyptiens sont nombreux à soupçonner le sujet d'être instrumentalisé pour susciter de la compassion envers l'ancien dirigeant ou lui ménager un traitement de faveur. Quoi qu'il en soit, les informations sur la dégradation de sa santé surviennent dans un climat de tension et d'incertitude sur le prochain chef de l'État. Son nom sera connu très prochainement. La commission électorale devait proclamer les résultats officiels jeudi, mais l'annonce a été reportée, le temps d'examiner les recours pour irrégularité présentés par les 2 camps. Le point, Philippe Reggiani. Avant même la proclamation des résultats officiels de la présidentielle, les frères musulmans ont revendiqué la victoire de leur candidat Mohamed Morsi et ils ont brandi la menace de nouveaux affrontements s'ils n'étaient pas reconnus vainqueurs par la commission électorale. La confrérie accuse par ailleurs l'armée de s'accrocher au pouvoir. Les militaires se sont attribués les prérogatives législatives après la dissolution de l'Assemblée. Conséquence, le nouveau président devra avoir l'aval de l'armée pour faire passer les lois. De nombreux Égyptiens crient au coup d'État constitutionnel et se sont rassemblés place Tahrir au Caire. Certains se disent prêts à rester là jusqu'à ce que Mohamed Morsi soit reconnu vainqueur. Je suis là parce que le Conseil militaire a outrepassé ses droits en ayant dissous le Parlement sans base légale. La Cour constitutionnelle est claire, même en cas de dissolution, on ne peut pas empêcher les parlementaires de continuer à travailler jusqu'à ce qu'ils soient remplacés après de nouvelles élections. L'autre candidat, Ahmed Shafik, ancien Premier ministre d'Hosni Moubarak, a lui aussi revendiqué la victoire et lui aussi déposé des recours contre des irrégularités. De son côté, l'armée s'est engagée à transférer ses pouvoirs au vainqueur de la présidentielle le 30 juin. Mais l'action des autorités militaires ces derniers jours a de quoi faire douter et redouter une nouvelle flambée de violence. Regain de violence au Moyen-Orient. 8 Palestiniens sont morts en 3 jours sous les bombes israéliennes. Il s'agit clairement de représailles après l'infiltration en Israël d'un commando armé palestinien. 2 des assaillants avaient été tués par Tsahal. Un ouvrier israélien qui travaillait sur la clôture frontalière avec l'Égypte était également décédé. Cette semaine, des activistes palestiniens de la bande de Gaza ont tiré à de nombreuses reprises des roquettes sur le sud de l'État hébreu. La Syrie toujours à feu et à sang. Le cap des 15 000 morts a été dépassé selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Parmi les victimes, de nombreux civils. Malgré les pressions internationales et les sanctions économiques, rien ne semble stopper le bruit des armes. La communauté internationale peine à se mettre d'accord. Le régime syrien bénéficie toujours des soutiens de la Russie et de la Chine. Détails et explications. Pas un jour sans de nouveaux affrontements entre l'armée et les insurgés qui défendent leur position, comme ici dans la province de Homs. L'armée qui continue son pilonnage, les civils payent le plus lourd tribut. Le comité international de la Croix-Rouge dit avoir reçu le feu vert des 2 camps pour évacuer les blessés à Homs, mais l'opération reste délicate et soumise à plusieurs conditions. Statu quo également à Damas. Les observateurs des Nations Unies restent confinés dans leurs hôtels, leur mission étant actuellement suspendue en raison de l'escalade des violences. Malgré les massacres, la communauté internationale hésite toujours à intervenir car les divergences diplomatiques persistent. La Chine et la Russie restent des alliés indéfectibles du régime syrien. Мы считаем, что никто не вправе
решать за другие народы. Nous pensons que personne n'a le droit de décider pour d'autres pays qui a le droit d'être au pouvoir ou pas. Nous savons que les opposants au régime souhaiteraient un départ du président Assad, mais cela ne veut pas dire que c'est la volonté de tout le peuple syrien. Bachar al-Assad doit tout de même faire face à une opposition de mieux en mieux organisée et des voix discordantes au sein de sa propre armée. Cette semaine, un pilote de chasse a fait défection. Il a atterri sur cette base en Jordanie, la Jordanie qui lui a accordé l'asile politique. En France, les agriculteurs sont inquiets, très inquiets, en cause le mauvais temps qui a trop duré. Dans les Hautes-Alpes, par exemple, les arboriculteurs voient leur récolte chuter de moins 30 voire moins 50% selon les parcelles. L'impact économique s'annonce d'ores et déjà conséquent. Sarah Nabili et Christelle Nicolas ont recueilli le témoignage de l'un d'eux. Christophe Roland est dépité. Il a beau inspecter ses arbres, le constat est toujours le même. Cette année, les Golden sont bien seuls sur les branches. On a 2 jolies pommes en bout de branche, et après on a beau remonter sur la branche, et à part une toute petite ici, on n'a plus rien. Et normalement ? Et normalement il devrait y en avoir une petite dizaine, minimum. En temps normal, 1000 tonnes de pommes sont récoltées sur ces 30 hectares. Il sait déjà que ce sera moitié moins, du jamais vu dans cette exploitation où l'on est arboriculteur depuis 3 générations. On estime que c'est principalement dû à de très mauvaises conditions climatiques pendant la floraison, ce qui a énormément perturbé la pollinisation. Moins de pommes, mais aussi moins d'argent. Il estime ses pertes à 150 000 €, un coup dur pour l'avenir. Pour les 200 arboriculteurs des Hautes-Alpes, même scénario. La récolte s'annonce moyenne, de mauvais augure pour l'emploi des saisonniers en septembre. Pour d'autres agriculteurs, ce n'est pas le temps leur bête noire, non, c'est plutôt le loup. L'animal est au cœur de la première rencontre franco-italienne sur la prédation du loup organisée dans les Alpes de Haute-Provence. Les éleveurs des 2 côtés de la frontière tentent de se fédérer et de déterminer une action commune contre les attaques. Le point avec Véronique Bouvier et Léo Santofanti. Premier point de cette rencontre franco-italienne, la situation française est mieux connue, plus claire. 873 victimes du loup recensées en 2011 dans les Alpes de Haute-Provence, ovins, caprins ou bovins. Autre constat, malgré les mesures de protection, les bergers, l'incidence de la prédation reste élevée. Il est aberrant que le prédateur le plus intelligent, on n'admette pas qu'il y ait aussi une régulation raisonnable, et alors que le laisser pulluler nous mène dans une impasse, comme on vient de nous démontrer en France, avec une croissance exponentielle des attaques depuis 1993. En Italie et notamment dans le Piémont, les éleveurs font le même constat. Le loup est intelligent, il met en place des stratégies de prédation, il n'a également guère peur de l'homme. Devant cet état de fait, les éleveurs réclament une stabilisation des effectifs. Il y aurait 250 loups en France et près de 700 en Italie. On a d'autres problèmes avec les sangliers, avec les cerfs, avec les chevreuils. La région Piémont il a fait des plans de bâtiments pour toutes les autres espèces sauvages. Et je crois qu'on doit arriver même avec ça pour le loup. Un document unique devrait être élaboré entre les éleveurs des 2 pays pour tenter de limiter la présence du loup et des grands prédateurs dans les montagnes. D'autres éleveurs, espagnols, suédois, pourraient dans l'avenir créer des associations pour développer une cause commune et être mieux entendus des différents États. Place à la rubrique Vivre ici et vivre ensemble. Voilà un enjeu. En ex-république yougoslave de Macédoine, par exemple, les communautés albanaises et macédoniennes ont du mal à cohabiter. Des programmes sont mis en place pour faire tomber les barrières et faciliter les rencontres, mais sur place, les tensions interethniques sont réelles. Voyez ce reportage de nos confrères d'Euronews. Les Macédoniens craignent des violences ethniques. L'ex-république yougoslave de Macédoine voit la méfiance grandir entre les communautés albanaises et macédoniennes. Les meurtres de 5 hommes au printemps ont fait monter d'un cran les tensions dans ce pays où un quart de la population est d'origine albanaise. Dans les villages de montagne de l'ouest de l'ex-république yougoslave de Macédoine, à l'instar de Brodek, la plupart des habitants parlent albanais. En 2001, lorsque le pays a frôlé la guerre civile, le siège des rebelles n'était pas loin. 6 ans plus tard, des perquisitions ont eu lieu à Brodek, la police a trouvé des armes et des villageois ont été arrêtés. Qu'en est-il aujourd'hui? Assiste-t-on à un renouveau du séparatisme?
Nous sommes heureux du statu quo, les frontières m'importent peu, mais nous voulons une chance de nous développer économiquement. Nous avons peur des frictions et des conflits. Quand un conflit éclate, il touche toujours les pauvres, ceux qui n'ont rien à manger. Les villageois se sentent abandonnés par l'État et par les banques. Ici, impossible d'obtenir un prêt pour étoffer le cheptel. La Grèce, l'Albanie, le Kosovo, la Serbie et la Bulgarie sont voisins de l'ex-république yougoslave de Macédoine. La plupart de ceux dont la langue maternelle est l'albanais vivent dans l'ouest du pays, mais on y trouve aussi des minorités turques et certaines communautés roms. Mais les provocations et les violences ont lieu des deux côtés. Albanais et Macédoniens brutalisent et frappent. Ici, dans le village de Janchichte, près de Tetovo, des Macédoniens ont saboté le nom albanais d'un panneau de signalisation. Car discours haineux ethnique et vandalisme se retrouvent aussi dans les régions rurales. Des extrémistes de chaque communauté tentent de rappeler à l'autre, ici, c'est chez nous. Pour essayer de ramener les choses à la normale, le gouvernement norvégien a injecté de l'argent dans des projets éducatifs bilingues. Ainsi, pendant que les enfants plus âgés participent à des ateliers axés sur le dialogue et la réconciliation, les plus jeunes jouent ensemble dans de joyeuses pièces de théâtre dans lesquelles ils utilisent les deux langues, l'albanais et le macédonien. C'est amusant et apparemment ça plaît. Nous jouons tous ensemble, au basket et au football par exemple, et on fait du théâtre. On chante aussi ensemble. Connaître d'autres langues offre la possibilité de parler avec beaucoup de gens, de se faire beaucoup d'amis. J'ai des amis de tous les groupes linguistiques qui vivent ici. Ces projets restent cependant des exceptions. Le directeur voudrait que l'enseignement bilingue soit généralisé à tout le pays, mais c'est la tendance inverse qui marque ces 10 dernières années. Selon moi, ce qui est le plus choquant dans ce qui se passe en République de Macédoine, c'est la ségrégation scolaire. Les élèves, les enfants ne vont pas dans les mêmes écoles. Ils n'ont pas de contact entre eux. Ce qu'il faudrait faire à l'avenir, un projet à long terme du gouvernement, c'est de les rapprocher. Il faut faire disparaître ce gouffre entre les enfants. Direction la ville mixte de Gostivar. Plus tôt cette année, un policier macédonien a abattu 2 Albanais dans des circonstances encore troubles. Cela a entraîné une montée en puissance des tensions ethniques dans tout le pays. Gostivar est la ville natale de Suleyman Rushiti, directeur de théâtre et ex-ministre macédonien de l'Éducation. Comment explique-t-il cette récente augmentation des tensions ethniques ? Le gouvernement encourage la déstabilisation contrôlée car il veut cacher les vrais problèmes que sont la corruption ou l'absence de politique d'intégration. Avec cette déstabilisation contrôlée, il détourne l'attention de l'opinion publique des vrais problèmes de fond. L'ancien ministre des Affaires étrangères et futur ambassadeur macédonien en Espagne est fidèle aux nationalistes au pouvoir. Il accuse des services secrets serbes d'être derrière les récentes tensions ethniques dans la région. Question directe, y a-t-il un risque pour que le pays éclate à nouveau ? Les 2 grandes communautés de ce pays veulent la Macédoine tout entière. Les Albanais savent que la sécession est politiquement, économiquement et stratégiquement impossible. Et les Macédoniens savent aussi que sans les Albanais, ils ont plus à perdre qu'à gagner. Cette vision pessimiste n'est cependant pas partagée par la majorité des experts que nous avons rencontrés dans la capitale Skopje. Mais les malentendus et les préjugés sont une réalité. L'allocation d'une énorme somme d'argent public pour le projet Skopje 2014 est critiquée par la communauté albanaise. À Skopje se dressent des statues géantes d'anciens héros macédoniens en parallèle de musées à la gloire du passé macédonien. Les Albanais se sentent exclus. Retour dans les montagnes du nord-ouest, à Brodek. La plupart des habitants à qui nous avons parlé à travers le pays partagent l'idée que tous ces millions auraient été plus utiles pour développer les infrastructures et lutter contre le chômage. Un seul des gigantesques monuments de Skopje coûte énormément d'argent. Pourquoi ne pas moins construire dans la capitale et apporter un bulldozer ici pour réaliser une petite mais une bonne route jusqu'à notre village? Ils ne le font pas, alors nous devons continuer à transporter notre bois de la montagne à la vallée, à dos de cheval.
Une opinion est néanmoins largement partagée par les experts. Si le Nord Kosovo venait à réintégrer la Serbie, on pourrait s'attendre à un renforcement du séparatisme albanais dans l'ex-république yougoslave de Macédoine. L'adhésion à l'Union européenne deviendrait alors hors de portée pour tout le monde. Troisième et dernière partie de ce magazine, la rubrique Visage de la Méditerranée nous emmène au Maroc, en plein cœur du Moyen Atlas. En France, la région centre développe de vrais liens d'amitié et culturels avec la province de Meknès, et des liens économiques aussi. Pour preuve, ce projet qui vise à soutenir financièrement des coopératives de femmes bien décidées à gagner leur indépendance. Reportage Olivia Ngana et Fabienne Marcel. C'est ici à Ben Smin, dans la province d'Ifrane, au cœur du Moyen Atlas, que certaines femmes se battent quotidiennement pour gagner leur émancipation. Elles sont pour la plupart veuves ou divorcées et doivent donc subvenir aux besoins de la famille. La solution, la cueillette de plantes aromatiques et médicinales, pour un salaire moyen de 40 € par mois. Nous arrivons tôt le matin, vers 5-6 heures en fonction du lever du soleil. La plante s'ouvre mieux en matinée, l'après-midi les conditions sont plus difficiles à cause de la chaleur. Le climat très humide et tempéré, ainsi que cet air collectif situé en pleine montagne, favorise la récolte. Une matière première qui est à l'initiative du projet de la coopérative féminine Hashifae. Et pour que cette petite entreprise fonctionne, toutes les compétences sont les bienvenues. Je n'ai pas eu l'opportunité de continuer mes études. Alors quand j'ai vu ces femmes analphabètes dans la coopérative, j'ai décidé de l'intégrer pour les aider en gérant le côté administratif. C'est ma contribution à mon petit village. Un village paisible qui ne laisse pas beaucoup de place à ces travailleuses des plaines. Elles doivent redoubler d'efforts pour être acceptées en tant que femmes indépendantes. La plupart des hommes du village voient cette initiative du mauvais œil. Ils veulent avoir le pouvoir. Quand les femmes voyagent pour participer à des séminaires, pour présenter leurs produits, ça leur pose un véritable problème. C'est rare qu'un homme encourage sa femme dans cette activité. C'est 1 heure de marche et beaucoup de travail artisanal pour ces butineuses. Une fois cette tâche accomplie, elles distillent la camomille, la menthe et d'autres plantes en produits de beauté et de soins. Une véritable technique que maîtrisent les plus anciennes, et c'est un atout. Mon but est d'assurer la relève et de transmettre mon savoir aux générations futures. Pour moi, c'est important. Les plus jeunes de la coopérative apportent également leur savoir à leur manière. J'ai fait des études de médecine, donc c'était intéressant d'intégrer cette coopérative. Il y a beaucoup d'espoir du côté de ces créatrices de cosmétiques. Elles souhaitent voir grandir leur affaire au niveau national, voire même international. Plus qu'une invitation au voyage, une incitation à la réflexion. Cette exposition organisée en Corse à Bastia nous emmène aux 4 coins du monde, là où l'actualité est souvent tragique, là où les émotions sont souvent intenses. 8 photojournalistes exposent leur travail et des clichés parfois difficiles, souvent émouvants, quoi qu'il en soit, surprenants. Regard sur le photojournalisme et la photographie documentaire, c'est le nom de cette manifestation à voir jusqu'au 13 juillet. Delphine Léonie et Grégoire Bézy nous servent de guide. Des mères, des sœurs, des épouses, elles ont survécu mais leurs proches, eux, ont disparu. Volatilisés dans l'absurdité de la guerre, sans doute morts, mais leurs corps n'ont jamais été retrouvés. 17 000 disparus, déni d'une nation, c'est le titre de cette série de portraits signée Dania Kamissi. La photographe libanaise s'est aussi attachée à ces objets du quotidien, si banals, mais si précieux pour les proches. Pourtant témoin direct de la guerre de 1975 à 1990, c'est sur l'après-guerre qu'elle a choisi de travailler. C'est comme si c'était des questions que j'avais depuis que j'étais petite, et là des questions qui continuent. Et de cette façon, je suis en train de répondre un peu à mes questions, et puis après aux questions de la société un peu. Est-ce que c'est à ça que ça sert, la photographie ? Oui. On a toujours des photographes, des journalistes qui viennent pendant les guerres, qui écrivent et puis ils s'en vont. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent même après 30 ans de la guerre et personne n'en raconte leurs histoires. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important.
Dania Kamissi nourrit son travail de son vécu et de son expérience intime. D'autres choisissent de raconter des histoires qui leur sont totalement étrangères. C'est la pluralité des regards de photojournalistes que donne à voir cette 11e biennale. 8 reporters exposent leur travail, 8 points de vue, autant de lieux et d'événements tragiques, mais toujours le même engagement total. Plus les gens sont en retrait, plus ils sont dans la vie, le quotidien et dans l'action, ce qui fait que les meilleurs, les plus grands, à la limite, c'est comme s'ils n'étaient pas là et en même temps, c'est grâce à eux qu'on est au centre, au cœur de l'action et qu'on est touché au plus serré, au plus proche, quoi. Voilà. Ces témoignages peuvent-ils contribuer à changer le monde? Au Centre méditerranéen de la photo, on y croit. Un tel spectacle influence nécessairement notre regard et peut-être même, soyons fous, nos actions. C'est à l'origine un pari fou, aujourd'hui relevé avec brio par Stéphane Narvez. Il y a 8 mois, il larguait les amarres à bord de son voilier pour entamer un tour du monde à l'envers. Un périple de 47 000 km sans escale et sans assistance. Le navigateur a retrouvé la terre ferme cette semaine à Nice. Ses proches et plus largement la famille de la voile étaient là pour l'accueillir en héros. Pascal Varnier, Éric Jacquet. Les dernières encablures avant l'arrivée dans le port de Nice. Stéphane Narvez, l'enfant du pays, est de retour après un périple de 8 mois sans escale et sans assistance. 246 jours de joie, de doute parfois, avec pour seule compagnie le chant des baleines et les cris des mouettes. Les moments difficiles, c'est des moments de pétole, c'est des moments où il n'y a pas de vent et il faut avancer parce que quand il n'y a pas de vent, on prend conscience de son autonomie, de la nourriture, etc. On dit qu'il va falloir gérer ça. Voilà, c'est des moments comme ça de gestion, on va dire, mais pas d'inquiétude sur le bateau en lui-même, puisqu'il m'a donné que du plaisir et c'est un bateau fantastique. Calme et serein, Stéphane, comme le 14 octobre dernier, jour du départ. Sur son bateau Oikos, la maison en grec, le Laurentin s'est lancé à la conquête du monde via le Cap Horn, lieu de naufrage de son bateau précédent. Cette fois, pour l'épauler, son ami Emmanuel gardait le contact avec lui plusieurs fois par jour via la messagerie Internet. J'ai essayé de gérer les mots, d'abord pour pas lui mettre de pression, essayer de lui enlever la sienne dans les moments difficiles. Je pense au Cap Horn, je pense à la tempête après le Cap Horn. Ni le Cap Horn, ni le Cap de Bonne-Espérance n'ont eu raison de la détermination de Stéphane. À Nice, famille et amis étaient soulagés de le voir rentrer. On a passé quand même 8 mois d'angoisse, donc soulagés de le voir arriver. Et j'espère vraiment sincèrement que les gens prendront conscience de l'exploit qu'il a accompli. Quelques jours de repos pour Stéphane, puis retour au travail dans le BTP, un univers très éloigné du monde de la mer. Bravo à lui. Coup de chapeau également à Philippe Croison. Le nageur français amputé des 2 bras et des 2 jambes a traversé cette semaine la mer Rouge entre la station balnéaire égyptienne de Taba et le port jordanien d'Aqaba. Cette épreuve constitue l'un des défis intercontinentaux que s'est fixé le nageur, relier les 5 continents entre mai et août à travers passes et détroits. Un beau pari empreint de courage. Avant de se quitter, sachez qu'il fera beau ce week-end dans le bassin méditerranéen. Si vous voulez aller à la plage, attention toutefois aux méduses, en particulier en Corse. Poussées par les vents et les courants, elles investissent les côtes. Lorsque le plancton, leur nourriture, prolifère en Méditerranée, elles sont toujours plus nombreuses et, pour ne rien arranger, leurs prédateurs, que sont les thons et les tortues, se font de plus en plus rares. Seule solution, loin d'être la plus facile, je vous l'accorde, apprendre à cohabiter. Le soleil, je vous le disais, sera présent partout, même si les nuages s'inviteront également partout. Côté température, comptez 27 degrés pour la minimale à Nice, 37 degrés pour la maximale à Athènes, il fera 35 degrés à Madrid et à Tunis, 34 au Caire et 31 à Istanbul. Le journal de la Méditerranée, c'est fini. Prochain rendez-vous à la rentrée en septembre. D'ici là, je vous souhaite un très bon été. À très bientôt.